Chers amis, bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce nouveau rendez-vous d'une émission littéraire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Greg Calto. Bonjour monsieur. Bonjour, on se dit rien. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour votre livre que je montre à l'instant à l'écran, L'homme intégral, sous-titré La méthode complète pour redevenir des hommes, aux éditions Ovadia. C'est un livre qui est sorti en 2022, si je ne m'abuse, mais qui est de plus en plus d'actualité. Et avant d'aller dans le cœur de l'ouvrage, j'aurais aimé que vous vous présentiez un petit peu pour nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Eh bien, je m'appelle Greg Calto, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai écrit donc deux livres, le livre L'homme intégral, qu'on vient de voir à l'écran. J'ai travaillé dans le milieu de l'entreprise, je connais un petit peu l'institution militaire, du management, diverses choses telles que l'anthropologie, la philosophie et la théologie. Voilà. Alors, enfin, en tout cas, votre ouvrage est présenté comme une sorte d'entre-deux entre un traité de philosophie et de développement personnel. C'est assez juste, c'est un peu comme ça que je l'ai lu également. C'est un ouvrage très très dense, hein, il est pas très très gros, il fait 200 pages, mais c'est vraiment très très dense. On pourrait faire une émission par partie quasiment. Euh, Ma première question est assez naturelle. Pourquoi, donc à l'époque vous aviez 38 ans, pourquoi un homme de 38 ans, père de famille, s'intéresse à ce qu'est l'homme, à ce qu'est la masculinité, la virilité, et pourquoi ce livre finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette question? Euh, la, le, le- la première motivation, elle est intellectuelle. C'était une question que je n'arrivais pas à résoudre, qui était la suivante. Comment est-ce qu'on articule nature et grâce? Finalement, comment est-ce qu'on prend le meilleur de ce qui vient des anciens, du monde antique, c'est-à-dire de la vertu, des vertus enfin, morales, voilà, telles qu'on peut les connaître et les pratiquer, même lorsqu'on vit sans le Christ, même lorsqu'on n'est pas chrétien, qu'on n'est pas catholique. Et comment on articule ça avec ce que la révélation implique comme complètement, c'est-à-dire comme chose en plus dans la vision du monde que l'on a et dans la croissance personnelle qui est la nôtre. En fait, grosso modo, comment est-ce qu'on trouve le joint entre ce qui fait le meilleur de l'homme antique et ce qui fait le meilleur de l'homme chrétien? Voilà. Et ça c'était un peu ce domino-là qui me taraudait. Je n'arrivais pas à trouver de réponse. Je l'ai finalement trouvé chez saint Thomas d'Aquin. Il a une hypothèse, il y en a plusieurs. Enfin, en tout cas, je présente sa proposition dans le livre. Et au-delà de ça, la question de la masculinité individuelle, avant même le statut, vous voyez, d'époux, de père de famille, etc., qui sont des statuts dans le milieu catholique dont on parle beaucoup, la question de la qualité de l'homme, ça me paraissait un enjeu majeur. Un enjeu majeur, évidemment, pour mener sa vie, ça va de soi, pour être un homme digne de ce nom avec une femme, un époux, un père, etc. Bon, très bien. Et au-delà de ça aussi, il y a un enjeu qui est politique. On ne peut pas refaire une société ou on ne peut pas bonifier une société si on ne bonifie pas les hommes, parce que ce sont les hommes, je parle là des hommes et des femmes, mais moi ce qui m'intéresse c'est la question masculine, parce que ce sont les hommes qui posent des actions et donc qui façonnent ce qui les entoure en fonction de ce en quoi ils croient et en fonction de leur qualité morale. Et aujourd'hui on est confronté, je pense que c'est une gageure de le dire, à une déficience morale dans la classe politique, qui est de plus en plus visible, qui est de plus en plus notoire, qui est parfois justifiée aussi. Il y a certaines orientations de mœurs qui sont aujourd'hui considérées, non, presque enfin, comme permises, oui, presque comme obligatoires, diraient certaines mauvaises langues. Mais tout ça participe en fait de la qualité de l'homme, et c'est un enjeu, à mon sens, individuellement et collectivement, qui est un enjeu majeur. Voilà. D'accord, donc on sent bien que, évidemment, tout ce qui tourne autour de la religion et du catholicisme en particulier est central dans le livre. Est-ce que ça a été une obligation pour vous? C'est-à-dire, vous vous êtes rendu compte que la question de la virilité, de la masculinité, la question du père était forcément liée à cette question du catholicisme? Ou c'est vous, en tant que catholique, qui avez décidé de prendre la plume et de travailler sur cette question? Je dis ça vraiment pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui puissent vraiment comprendre, bon, comme disaient méchamment les marxistes, mais d'où parlez-vous? D'où est-ce que vous parlez? Est-ce que c'est votre travail qui vous mène à ça? Ou est-ce que c'est ce que vous étiez qui vous donne un truchement, quoi, si vous voulez? Un truisme, pardon. C'est une bonne question. En fait, c'est- vous disiez pourquoi avoir écrit à 38 ans? Parce que je n'ai pas été un catholique croyant toute ma vie.
Et j'étais avant ça un homme qui vivait selon un certain code d'honneur, voilà, individuel, certaines règles, etc. Donc je connais c'est assez bien tout ce qui avait trait à la discipline, à la vertu individuelle, à quelque chose de collectif. Par-dessus ça est venue à un moment donné une connaissance expérimentale et ensuite pratiquée de ce qu'on appelle communément la doctrine et la pratique catholique. Voilà, bien comprise. Euh, et ça c'est il n'était pas possible de considérer l'édifice masculin en dehors de l'apport de la révélation. En fait, c'est pas intellectuellement recevable, au-delà du fait que moi je voyais bien que de manière expérimentale, c'était pas non plus recevable. Vous ne pouvez pas être coupé en deux. Vous pouvez pas dire il y a d'un côté la partie qui concerne l'homme naturel et il y a en moi une partie qui concerne l'homme surnaturel. Les choses peuvent être distinguées, mais elles ne sont pas disjointes, elles ne sont pas séparées, elles ne peuvent pas être opposées. Et donc il fallait trouver le chemin de cet ensemble-là dans une époque qui est pas facile, qui est notre époque, qui est aussi l'époque de la crise de l'Église. Donc vous voyez, avec un enseignement qui est aussi compliqué à recevoir, compliqué à comprendre, souvent, des orientations qui sont déboussolantes, sans parler de liturgie ou de sacrement, hein, bien sûr. Et une question de la masculinité qui, en Occident, enfin en Europe de l'Ouest, disons, est une composante de la société et de la vie humaine qui est graduellement attaquée, enfin pointée du doigt, etc. Voilà. Et c'est tout ce contexte-là qui oblige à trouver quels étaient les éléments finalement qui faisaient le meilleur de l'homme masculin et en quoi ça avait une importance pour les enjeux de notre époque. Voilà. Alors avant d'aller dans les solutions, mais qui sont des solutions de combat, hein, plus que des solutions simples, je vais simplement lire les 5 premières lignes de votre livre dans l'introduction pour donner le ton je dirais, de là où, enfin, disons que vous avez une conscience précise aussi d'un fait sociologique qui n'est pas accepté et qui n'est pas compris par tous. Donc c'est vraiment même les 6 premières lignes. Il n'y a plus d'hommes. L'aveu est pénible, le constat dur à accepter, mais c'est un fait. Regardez autour de vous. Quand avez-vous rencontré pour la dernière fois un homme véritable, un homme digne de ce nom? Voilà comment commence le livre. Donc voilà, les questions sont toutes simples. Qu'est-ce que pour vous un homme véritable et un homme digne de ce nom avant de rentrer dans vraiment le cœur de l'ouvrage? Alors c'est toujours une question à la fois très simple et très difficile. Quand on touche à l'anthropologie, les réponses semblent souvent évidentes. Quand on essaie de les préciser, on se rend compte que c'est rarement le cas. Euh, Moi, je fais une proposition. Je ne sais pas si elle est incomplète. Elle me semble être, en toute bonne foi, la meilleure qu'on puisse faire aujourd'hui de ce qui fait un homme véritable. Cette proposition que je fais dans l'homme intégral. Un homme véritable, pour moi, c'est un homme, à mon sens, en tout cas, dont l'édifice intérieur qui débouche en agir. Puisque un homme, enfin, ce qui fait l'homme, outre sa capacité de connaissance spirituelle, c'est l'agir humain, qui n'est pas le réflexe, qui n'est pas l'action conditionnée, c'est l'agir. C'est-à-dire, je décide librement de poser un acte bon en vue d'une finalité que je me donne. Cet agir-là, il est bonifié par des dispositions qui vont lui permettre d'agir plus droitement et plus bonnement. Ça, on appelle ça les vertus. Donc, je pense que le premier étage, disons, de la fusée, ce sont les vertus morales, les vertus cardinales, qu'on peut emprunter aux anciens, comme on le disait un peu plus tôt. Il y a là-dessus, on va dire, la tête de la fusée qui est la révélation, euh, qui n'est pas seulement un fait intellectuel, mais qui est un fait également qui est transformant pour la personne humaine par le sacrement de l'initiation chrétienne, puis ensuite la vie de prière, enfin, la connaissance, la fréquentation de l'écriture, etc., les sacrements. Et il y a ensuite, pour permettre, donc ça c'est l'action de la grâce, l'action de Dieu dans l'homme, et puis il y a ensuite des dispositions qui sont une proposition en nouveau, mais qui permettent, à mon sens, de solidifier la structure individuelle de l'homme. C'est la discipline bien comprise qu'on appelle l'ascèse. C'est la règle du ni trop ni trop peu. Je mets l'accent également sur l'intériorité. Dans un monde notoirement extraverti, notoirement fragmentant, dispersant, comme voie pour comment dire, retrouver cette densité intérieure qui est seule propice à l'édification d'un être digne de ce nom et donc partant d'une action qui soit résolument une action libre. Et il y a d'autres composantes comme le recours et l'acceptation de sa violence naturelle, non pas
et ça c'est les deux extrêmes de notre époque, à laisser sortir de manière incontrôlée, c'est toute la prédation brutale, euh, on va dire sadique, dont notre époque nous donne mille exemples, ni à refuser de manière, on va dire, plutôt passive et intériorisée, mais à domestiquer pour l'user en user à bon escient. Voilà, et évidemment le recours à l'intelligence pour comprendre la finalité de la vie, ce qu'on doit faire dans cette existence, etc., etc. Voilà, j'essaie de proposer un panorama des composantes fondamentales de ce qui semble participer d'un édifice masculin équilibré et solide. Oui, puis vraiment intégral, hein, le titre du livre est très bon pour ça. Alors il y a 4 grandes parties dans le livre. Je vous propose qu'on survole les 4 parties parce que évidemment l'objectif est de donner envie à la lecture du livre et de ne pas trop non plus déflorer. Et puis on a que 30 minutes. Donc la première partie, je vais citer les 4 parties, comme ça les gens auront un aspect un peu complet. Redevenir des hommes solides, redevenir des hommes surnaturels, redevenir des hommes complets, difficile d'être un homme. Et puis bon, l'épilogue qui est important aussi, il faudra qu'on en parle, réformer une élite qui est quand même quelque chose pour moi assez primordial dans les 20 ou 30 ans à venir. Alors redevenir des hommes solides sans tout dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs sur cette place, enfin, sur ce thème de l'homme solide, parce qu'il peut y avoir aussi une espèce d'incompréhension sur le terme, je pense. Oui, alors la question de la solidité, c'est une question qui est éminemment euh, importante. Vous savez que tout édifice, maison particulièrement, tient par la solidité de ses fondations. C'est la même chose d'un être vivant. Sur un arbre puise sa force et sa stabilité, sa durabilité dans l'étendue et la force de ses racines. Et bien là, pour l'homme, c'est un peu pareil. Cette solidité, elle vient de ce qu'on appelle les vertus morales. Alors, la vertu, c'est un habitus. Un habitus, c'est une disposition qui est durable, c'est pas momentané, c'est durable, qui permet à l'homme d'agir d'une manière qui est conforme à son bien à lui. Voilà. Ça, c'est globalement la définition assez générique de la vertu, c'est une habitude qui permet de poser des actes bons de manière durable et facilement. Ça s'exerce, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme l'effort musculaire. Au début, c'est difficile et puis on le fait, plus c'est facile. Ces vertus, il y en a quatre principales et c'est vraiment la base de l'édifice masculin. Elles sont connues depuis les Grecs et les Romains. Alors ces vertus, c'est d'abord la justice. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est très différent de l'égalité. Vous voyez, c'est la justice, elle porte à l'équité. Vous avez également la vertu de force. Ça, c'est l'appellation classique. On la connaît aussi sous le nom de courage. Le courage, c'est une disposition qui euh, amène à aller à l'assaut d'un obstacle ou d'une difficulté, et puis ensuite à tenir bon lorsque on a abordé cet obstacle. Vous avez également la tempérance. Alors la tempérance, c'est la vertu par essence du juste milieu, de la maîtrise de soi, de la maîtrise de ses passions aussi, de la maîtrise de son désir, de sa vie. On est dans une époque qui est fort peu tempérante. Et c'est grandement problématique. Parce que la tempérance, quoi que vous soyez par ailleurs, c'est éminemment une vertu à acquérir. Si vous êtes tempérant, vous êtes sauvé. Disons, vous voyez, vous pouvez manquer de courage, vous pouvez parfois être injuste. Et puis on va parler de la prudence également de la troisième vertu, mais avec la tempérance, ça vous évite aussi beaucoup de problèmes à vous-même et puis à autrui. L'intempérance généralisée de plus en plus de l'époque est problématique. Et la dernière vertu cardinale, c'est la vertu qu'on appelle de prudence. Alors la prudence, c'est pas être timoré ou avoir peur de poser un acte, quel qu'il soit. La prudence, c'est la vertu du commandement de soi-même. C'est la disposition à bien agir, véritablement, et ça, c'est la science de l'action. Et on disait plutôt que la question anthropologique masculine, elle était importante pour soi, vis-à-vis de sa famille, de ses proches, de ses amis, etc., d'être identifiable. Mais c'est aussi une question politique. Et typiquement, lorsque vous voulez organiser la vie de vos semblables, la vie d'une société, ça, c'est le rôle du politique, bien compris. C'est pas une histoire de carrière ou de retraite, hein, d'abord. C'est d'abord se sacrifier pour organiser la vie collective, parce que c'est un bien commun, la vie ensemble. La société, la cité politique est un bien commun qui ne va pas d'elle-même, qui va pas de lui-même, pardon, et qu'il faut édifier. Et ça, typiquement, c'est le lieu vous voyez, de la prudence la plus haute. Mais la prudence, ça sert aussi dans votre vie à vous gouverner, à prendre de bonnes directions et de bonnes actions. Voilà. Donc la base de cette solidité, ce sont les vertus cardinales, qui sont des vertus morales.
Très bien, alors il y a d'autres choses dans cette partie, bien évidemment, mais passons à la partie qui m'intéresse beaucoup. Puis après, j'aurai une question, parce que le temps passe très vite. C'est une autre question qui m'interroge beaucoup en ce moment. Donc, redevenir des hommes surnaturels, je pense que c'est une partie vraiment cruciale du livre, et c'est une partie que j'aimerais développer avec vous dans cette petite émission. Donc, si vous pouvez développer un peu, n'hésitez pas à en dire voilà, ce que vous souhaitez. La révélation, acte 2, ce qu'on appelle communément l'incarnation, ok, est un fait historique notoire qui a des répercussions sur l'ensemble de la création, l'ensemble de la vie humaine et sur la vie de tout homme. Bien. On l'accepte, on le refuse. Ça, c'est un autre point. Mais c'est un fait indubitable. Ce fait de la révélation, il a une donc d'incidence absolument majeure, à la fois sur ce que peut devenir l'homme et également sur c'est-à-dire les moyens pratiques et matériels de ce devenir et surtout sur sa finalité. Pour le dire autrement, ce que la révélation par Jésus-Christ nous apprend, et ça c'est conservé dans l'enseignement traditionnel de l'Église catholique de Rome, ça n'a pas beaucoup changé en dehors des modes théologiques et des fluctuations parfois épisodiques, euh, c'est que la finalité de la vie humaine, c'est l'union après la mort de l'âme humaine, qui est une âme créée, à Dieu incréé. Voilà. Ça c'est rendu possible. Seulement cette union après la mort, qu'on appelle voir Dieu, qu'on appelle la béatitude, qu'on appelle aller au ciel, etc., communément, elle nécessite des moyens. Et ces moyens, ils sont ceux d'une croissance. Et cette croissance, elle ne peut, cette fois-ci, pas se faire comme les vertus morales dont on vient de parler, à la force du poignet de l'habitude et de la discipline personnelle. Elle se fait par l'action transformante de Dieu dans l'homme. Cette action transformante de Dieu dans l'homme, on l'appelle techniquement la grâce. Voilà. Et cette grâce-là, elle est de manière euh, privilégiée, reçue par ce qu'on appelle les sacrements. Les sacrements, ce sont des canaux dispensateurs de grâce de première qualité. Et alors évidemment, c'est un chemin, c'est un processus long, c'est un processus incertain, c'est un processus avec un risque de perdition, comme toujours dans l'exercice de la liberté humaine. Ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Euh, et ça commande évidemment le devenir de l'homme. Et ça le fait devenir, s'il s'engage dans cette voie tout au long de sa vie, quelque chose de différent que s'il n'avait pas pris ce chemin-là et s'il s'était par exemple contenté des vertus morales. Alors maintenant, donc, évidemment que la révélation, elle a une incidence majeure sur la vie humaine, typiquement masculine, ce qui nous intéresse, parce que quelqu'un qui ne pratique pas les vertus morales et qui n'est pas engagé dans ce chemin de bonification, de transformation, non plus grâce à ses forces, mais grâce à Dieu cette fois-ci, ce n'est pas le même que un type qui à la fois cultive les vertus morales et en même temps euh, comment dire, se met en disposition d'être agi par la grâce pour que cette grâce, cette action, la grâce à nouveau, c'est l'action de Dieu dans l'homme, le transforme en vue de sa bonification. Voilà. Ce que je vous dis là de manière assez synthétique, c'est la doctrine la plus établie et basique de l'Église catholique de Rome. Voilà. Avant de passer à la troisième partie, il y a une question pas qui me hante, n'allons pas jusque-là, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu contradictoire? Moi aussi, je travaille beaucoup sur ces questions, hein, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup apprécié votre livre, je trouve que nos travaux sont assez complémentaires. On peut le voir ici. Hop. La fin du sacré, préfacé par l'abbé Raffray. Voilà, de Sylvain Durand. Un très bon livre hein, que je vous recommande. Merci pour la promotion. Euh, Est-ce que, en fait, j'ai l'impression que tout ce dont on parle était tellement naturel il y a quelques décennies, il ne faut pas remonter non plus à 300 ans, hein. C'était beaucoup plus naturel de vivre, enfin d'être un homme. Encore la génération de nos parents, nous avons le même âge tous les deux. Nos pères étaient des hommes parfois manquants, mais ils étaient quand même des hommes. Ils n'avaient pas besoin de se poser toutes ces questions. Est-ce que finalement, le fait d'intellectualiser toutes ces questions et de devoir, parce on est obligé de faire quelque chose, et on est obligé d'intellectualiser ce qui manque, est-ce que finalement, c'est déjà pas le symptôme de quelque chose qui est perdu finalement et qui renaîtra d'une autre manière que par le livre et par l'intellect? Je n'ai pas la réponse à cette question, c'est une question purement naïve, et ça m'intéresse véritablement d'avoir votre avis sur ce point un peu pessimiste. Mais quand je regarde autour de moi, je me rends compte que l'intellectualisme ne prend pas parce que il y a une chute anthropologique majeure, on peut dire en Occident ou en Europe de l'Ouest en tout cas.
qui fait que ça ne peut pas prendre. Ça pourra prendre sur une petite minorité. On dit que la minorité fait l'histoire, donc ça c'est le côté un peu d'espérance. Mais j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes posé cette question et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors c'est une excellente question. Vous avez raison de dire que l'intellectualisme n'est pas en soi une solution. C'est pas les idées qui changent le monde, ce sont les hommes, les hommes de qualité et surtout les hommes qui ont la force. Je crois qu'il y a certains milieux politiques, intellectuels qui ont fait un très bon travail intellectuel au cours des dernières décennies pour essayer de comprendre ce qui se passait et donner aux gens déjà la compréhension des processus qui étaient à l'œuvre et donc en ça leur donner une prise intellectuelle sur la marche des choses. Ce qui est bien parce que ça donne aussi du espoir du sentiment d'absurdité ou du sentiment de l'aquabonisme, quoi, disons. Voilà. Mais ce sont pas les idées qui changent le monde. C'est pas les livres qui changent le monde et c'est pas un discours, même le mien, qui change le monde. Ce qui change le monde, c'est des hommes changés. Voilà. Et donc, ce travail, c'est un petit travail de synthèse intellectuelle qui était un préalable. C'était un préalable à la réflexion d'hommes qui soient ce que j'appelle des hommes d'élite. Alors, les hommes d'élite, c'est pas des hommes qui sont forcément numériquement minoritaires ou peu importants, mais c'est plutôt dans le sens de qualité, voilà, de très haute qualité. Et la haute qualité, elle est toujours populaire puisqu'elle vient toujours, ces gens viennent toujours du peuple. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Que la suite logique de ce livre, aussi intéressant soit-il, c'est évidemment de mettre en place ou au moins une structure, pour modestement commencer, pour refaire des hommes dignes de ce nom, en faisant vivre de manière pratique la recette dont ce livre est porteur, si vous voulez, de la liste des ingrédients et des manipulations à faire. Mais enfin bon, ça reste un livre, et un livre c'est inerte. Voilà. Donc je vais m'atteler dans les temps qui viennent, et 2025 sera certainement l'année de ce lancement, à proposer à ceux qui le veulent euh, un endroit, voilà, une manière de devenir véritablement des types dont eux-mêmes ont besoin et dont le monde a besoin pour demain. Est-ce que ça sera suffisant, ça ou d'autres choses, pour enrayer l'espèce de chute libre anthropologique, vous avez raison de le dire, que l'on vit depuis quelques décennies et je veux dire, qui suit 15 siècles de chrétienté, donc c'est quand même pas rien comme délabrement, hein. Sans parler des questions démographiques et d'immigration massive organisée sur le sol européen, sans parler d'autres questions évidemment qui sont des corollaires à tout ça. Est-ce que ça peut suffire? Moi, je sais pas. Je crois à la providence dans l'histoire de Dieu, et je crois qu'en fait, c'est à chaque homme de bonne volonté de faire le maximum de ce qu'il peut faire avec les moyens qui sont les siens. On peut toujours faire quelque chose, et je pense qu'il faut faire le maximum en fait, pour que la vie redevienne non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, mais conformément à ce qu'elle devrait être. Voilà. Et ça, c'est dit sans idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une manière saine et bonne de vivre en société. Il y a une manière saine et bonne d'être un homme, d'être une femme, d'être une famille, de laisser grandir des enfants dans l'innocence. Vous voyez, ce genre de choses. Et ça, on l'a perdu pour partie. On l'a perdu beaucoup. Certains s'en sortent encore un peu parce qu'ils ont quand même un peu plus de privilèges. Vous voyez, l'argent aujourd'hui, qui est un maître étalon de l'époque, permet de s'extraire de certains problèmes. Mais pour le plus grand nombre et de toute façon de manière durable, il va falloir trouver des solutions. Voilà. Moi, je postule que la réflexion d'homme véritable, de manière pratique, ça va venir bientôt, est une de ces solutions. Est-ce que c'est la seule? Je ne pense pas. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de prendre tentant tout ça. En tout cas, je vous réinviterai pour que vous nous expliquiez un peu plus en profondeur de quoi il s'agit, on ne pourra sans doute pas en parler maintenant, puisque vous n'avez sans doute pas acté encore les choses. L'émission se termine déjà, nous sommes déjà à presque 30 minutes. Comme je le fais habituellement, moi je vais saluer les gens qui nous écoutent. Et puis je vous laisse, vous aurez 3-4 minutes pour nous dire la conclusion, de nous donner la conclusion de ce petit entretien. Donc moi j'en profite pour remontrer la couverture de votre livre, je vous le conseille. J'ai mis du temps à le lire parce que j'étais très occupé, ça fait longtemps qu'on devait faire cette émission, mais j'ai vraiment beaucoup aimé L'homme intégral, la méthode complète pour redevenir des hommes, chez notre ami les éditions Ovadia, donc que vous retrouvez sur le site de la librairie en ligne que je vous mettrai sous la vidéo. Et Monsieur Calto, je vous remercie beaucoup de votre temps. C'est une émission qui sortira un dimanche, donc je souhaite un bon dimanche à tous et je vous laisse le dernier mot et je vous dis à bientôt.
Merci, Monsieur Durin, et merci pour votre invitation, et merci à tous nos auditeurs. Si j'avais une dernière chose à leur dire, c'est espérer toujours. Vous voyez. Ne jamais désespérer, toujours croire. Ce que nous savons d'expérience, c'est que l'avenir, le futur est imprédictible. La vie humaine est une grande chose imprédictible. L'univers lui-même est imprédictible. Alors qu'on parle de matériaux inertes, on ne peut pas prédire à l'avance tout ce qui va se passer dans l'univers. Voilà. Et la vie humaine est elle-même imprédictible. La vie humaine est aussi marquée malheureusement par cette chose dont on n'a pas pu parler, mais qui est ce qu'on appelle le péché originel. Voilà. Et donc la présence du mal dans le monde qui rend un certain nombre de situations parfois tragiques, tristes, douloureuses, parfois jusqu'à à l'incompréhension. Mais, toujours gardez espoir. Gardez espoir et croyez que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Et vous avez, vous, individuellement, chacun et chacune, la responsabilité de devenir chaque jour une meilleure personne, non pas pour vous-même, mais pour être utile et pour servir vos concitoyens, le plus grand nombre, en tout cas ceux dont vous êtes proches pour commencer. Et vous avez cette responsabilité. Vous devez le devenir et vous le devez à vos enfants, à nos enfants, aux générations futures. Vous le devez à ce pays qui est le nôtre, qu'on appelle la France. Voilà. Et on se doit de garder cet espoir-là, de le faire vivre concrètement, modestement, humblement, mais résolument aussi. Et le cœur plein d'allant, si ce n'est de confiance débordante, eh bien en avant et haut les cœurs. Merci beaucoup, Monsieur Calto. Je vous souhaite un bon dimanche et beaucoup d'espérance pour nos auditeurs.